Bonjour. Le Midi et Demi Mix présente Covid 1984. C'est une simple question de temps. Un avenir à prendre. De vivaces et splendides hallucinations. J'ai eu un rêve. Qui questionne les modèles dominants. Covid 1984. Pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother? Les 2 minutes de haine et tout le reste de leur foutu baliverne. L'enjeu n'est pas d'obéir à Big Brother. L'enjeu est d'aimer Big Brother. Covid 1984. On est tous embarqués dans la même histoire. Winston se demanda de nouveau pour qui il écrivait son journal. Le moment est maintenant venu de réfléchir sur l'avenir de l'homme et de notre société. Sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des mouvements qui contestent quelque chose qui nous est imposé. Pour l'avenir, pour le passé, pour un âge qui pourrait n'être qu'imaginaire. Pour bâtir une sorte de compréhension collective, une sorte de mémoire politique, pour garder des traces. Covid 1984. Feuilleton radiophonique, création sonore. Réalisé par le ministère de l'Amour. épisode 12. Peut-on rire de tous? Winston se réveilla le premier. Il s'assit et regarda le visage couvert de taches, encore calmement endormi, qu'elle avait appuyé sur la paume de sa main. Il pensa qu'il ne savait encore ni son nom, ni son adresse. Le corps jeune et vigoureux maintenant abandonné dans le sommeil, éveilla en lui un sentiment de pitié protectrice. Il repoussa la combinaison et étudia le flanc doux et blanc. Dans les jours d'antan, pensa-t-il, un homme regardait le corps d'une fille, voyait qu'il était désirable, et l'histoire finissait là. Mais on ne pouvait aujourd'hui avoir d'amour ou de plaisir pur. Aucune émotion n'était pure, car elle était mêlée de peur et de haine. Leur embrassement avait été une bataille, leur jouissance une victoire. C'était un coup porté au parti. C'était un acte politique. Winston apprit avec étonnement que, sauf le directeur du commissariat, tous les travailleurs du porno sec étaient des femmes. On prétendait que l'instinct sexuel des hommes était moins facile à maîtriser que celui des femmes. Ils risquaient beaucoup plus d'être corrompus par les obscénités qu'ils maniaient. Ils n'aiment pas avoir là des femmes mariées, ajouta-t-elle. On suppose toujours que les filles sont tellement pures. En tout cas, il y en a une ici qui ne l'est pas. Elle avait eu son premier commerce amoureux à 16 ans, avec un membre du parti âgé de 60 ans, qui se suicida plus tard pour éviter d'être arrêté. C'était une veine. Autrement, ils auraient appris mon nom par lui quand il se serait confessé, ajouta-t-elle. Depuis, il y en avait eu divers autres. La vie, telle qu'elle la concevait, était tout à fait simple. On voulait du bon temps. Eux, c'est-à-dire les gens du parti, voulaient vous empêcher de l'avoir. On tournait les règles de son mieux. Elle semblait trouver tout aussi naturel qu'eux voulussent dérober aux gens leur plaisir et que les gens voulussent éviter d'être pris. Elle détestait le parti et exprimait sa haine par les mots les plus crus. Cependant, elle n'en faisait aucune critique générale. Elle ne s'intéressait à la doctrine du parti que lorsque celle-ci touchait à sa propre vie. Il remarqua qu'elle ne se servait jamais de mots novlangues, sauf ceux qui étaient devenus d'un usage journalier. Toute révolte organisée contre le parti lui paraissait stupide, car elle ne pourrait être qu'un échec. L'acte intelligent était d'agir à l'encontre des règles et de rester quand même vivant. Winston se demanda vaguement combien il pouvait y en avoir comme elle dans la jeune génération, qui avait grandi dans le monde de la Révolution, qui ne connaissait rien d'autre et acceptait le parti comme quelque chose d'inaltérable, comme le ciel. Il ne se révoltait pas contre son autorité, mais simplement l'évitait, comme un lapin se soustrait à la poursuite d'un chien. « Comment était-elle, ta femme ?» demanda Julia. Elle était... Connais-tu le mot novlangue, bien pensant, qui veut dire naturellement orthodoxe, incapable d'une pensée mauvaise? Non, je ne connais pas le mot. Mais je connais assez bien ce genre de personne. Il se mit à lui raconter l'histoire de sa vie maritale, mais elle paraissait en connaître curieusement déjà les parties essentielles. Elle lui décrivit, presque comme si elle l'avait vu ou ressenti, le raidissement du corps de Catherine dès qu'il la touchait, et la manière dont elle semblait le repousser de toutes ses forces,
même quand ses bras étaient étroitement serrés autour de lui. Il n'éprouvait aucune difficulté à aborder de tels sujets avec Julia. Catherine, de toute façon, avait depuis longtemps cessé d'être un souvenir pénible. Elle était simplement devenue un souvenir désagréable. « Je l'aurais supporté s'il n'y avait pas eu une chose, dit-il. Il raconta à Julia la petite cérémonie frigide à laquelle Catherine le forçait à prendre part un soir chaque semaine. Elle détestait cela, mais rien ne pouvait l'empêcher de le faire. Elle avait l'habitude d'appeler cela « mais tu ne devineras jamais ». Notre devoir envers le parti, acheva promptement Julia. Comment le sais-tu? J'ai été en classe aussi, cher. Il y avait des causeries sur le sexe pour les plus de 16 ans, une fois par mois. Il y en avait aussi au mouvement de la jeunesse. On vous le rabâche pendant des années. Je crois que cela réussit dans bon nombre de cas. Mais naturellement, on ne peut jamais dire. Les gens sont de tels hypocrites. Elle se mit à développer le sujet. Avec Julia, tout revenait à sa propre sexualité. Dès que l'on y touchait d'une façon quelconque, elle était capable d'une grande acuité de jugement. Contrairement à Winston, elle avait saisi le sens caché du puritanisme du parti. Ce n'était pas seulement parce que l'instinct sexuel se créait un monde à lui hors du contrôle du parti qu'il devait, si possible, être détruit. Ce qui était plus important, c'est que la privation sexuelle entraînait l'hystérie, laquelle était désirable, car on pouvait la transformer en fièvre guerrière et en dévotion pour les dirigeants. Radio 84. Radio 84. Le programme suivant contient des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de certains. Arrêtez tout. Help! My sex moves alone. Yes, hello. C'est l'anglais, c'est dégueulasse. Ma bite bouge toute seule. Il ne faut pas dire ça. Vous aurez qu'à l'enlever ça de la radio parce que c'est vous-même. Julia expliquait ainsi sa pensée. Quand on fait l'amour, on brûle son énergie. Après, on se sent heureux et on se moque du reste. Ils ne peuvent admettre que l'on soit ainsi. Ils veulent que l'énergie éclate continuellement. Toutes ces marches et contre-marches, ces acclamations, ces drapeaux flottants, sont simplement de l'instinct sexuel aigri. Si l'on était heureux intérieurement, pourquoi s'exciterait-on sur Big Brother, les plans de 3 ans, les 2 minutes de haine et tout le reste de leur foutu baliverne? Il pensa que c'était tout à fait exact. Il y avait un lien direct entre la chasteté et l'orthodoxie politique. Sinon, comment aurait-on pu maintenir au degré voulu, chez les membres du parti, la haine et la crédulité folle dont le parti avait besoin, si l'on emmagasinait quelque puissant instinct et ne l'employait comme force motrice? L'impulsion sexuelle était dangereuse pour le parti, et le parti l'avait détournée à son profit. Il avait joué le même jeu avec l'instinct paternel. La famille ne pouvait être réellement abolie, et en vérité, on encourageait les gens à aimer leurs enfants presque à la manière d'autrefois. D'autre part, on poussait systématiquement les enfants contre leurs parents. On leur apprenait à les espionner et à rapporter leurs écarts. La famille, en fait, était devenue une extension de la police de la pensée. C'était un stratagème grâce auquel tous, nuit et jour, étaient entourés d'espions qui les connaissaient intimement. Covid 1984. Feuilleton radiophonique. Pendant ce mois de fréquentation, la nature de son sentiment pour elle avait changé. Au début, il comportait peu de vraie sensualité.
Leur premier contact amoureux avait été simplement un acte de volonté. Mais ce fut différent après la deuxième fois. L'odeur de ses cheveux, le goût de sa bouche, le contact de sa peau semblaient s'être introduits en lui ou dans l'air qui l'entourait. Quand elle dit qu'elle ne pouvait venir, il eut l'impression qu'elle le trompait. Mais juste à cet instant, la foule les poussa l'un contre l'autre et leurs mains se rencontrèrent par hasard. Elle pressa rapidement le bout des doigts de Winston, comme pour solliciter non son désir, mais son affection. L'idée vint à Winston que lorsqu'on vivait avec une femme, ce désappointement périodique était un événement normal. Une profonde tendresse qu'il n'avait pas encore ressentie pour elle s'empara de lui. Il aurait voulu qu'ils fussent un couple de mariés de 10 ans. Il aurait voulu pouvoir se promener avec elle dans la rue, exactement comme il le faisait, mais ouvertement et sans crainte, et parler de choses ordinaires en achetant de petits objets pour leur ménage. Il aurait voulu par-dessus tout avoir un endroit où il pourrait être seul, sans se sentir obligé de faire l'amour chaque fois qu'ils se rencontraient. Ce ne fut pas réellement à cet instant, mais à un moment du jour suivant que l'idée lui vint de louer la chambre de M. Carrington. Quand il en parla à Julia, elle accepta avec une promptitude inattendue. Tous deux savaient que c'était une folie. C'était comme s'ils se rapprochaient volontairement de leur tombe. Tandis qu'il attendait, assis au bord du lit, il pensa une fois de plus aux caves du ministère de l'amour. Le rythme suivant lequel l'horrible destinée à laquelle ils étaient voués entrait dans la conscience et en sortait était curieux. Il était là, ce destin. Son heure était fixée dans l'avenir. Il précédait la mort aussi sûrement que 99 précède 100. On ne pouvait l'éviter, mais peut-être pouvait-on en reculer l'échéance. Et pourtant, il arrivait que l'on choisisse, par un acte conscient, volontaire, d'écourter l'intervalle par lequel on en était séparés. Une année, un document d'archives. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. 1984. Je pense qu'on va la voir. Il s'agit donc d'une rubrique préparée par Jean-Pierre Anquiri sur les associations d'Île-de-France, consacrée ce soir à Apple, qui a créé une association en région parisienne pour favoriser l'essor de l'informatique. Alors, je croise les doigts et j'attends avec vous. Je vais demander à mon chef d'édition. Nous allons créer pour le Club Apple un réseau télématique qui permettra aux utilisateurs de se parler, d'avoir du courrier électronique, des bulletins d'annonces, par exemple pour provoquer la bourse d'échange de personne à personne, pour faire du téléchargement de programmes, c'est-à-dire échanger des logiciels entre eux ou tirer des logiciels d'une bibliothèque du domaine public. Et c'est aussi peut-être, comme nous l'espérons le faire, leur donner des portes d'accès à d'autres réseaux. Parce que rien de plus simple avec un réseau que d'ouvrir des portes à d'autres, et donc d'autres réseaux qui existent en France ou à l'étranger qui ont déjà du succès, et donc leur ouvrir la porte sur tout le monde de la télématique. Vous aurez un bulletin. Il y aura aussi un bulletin sous la forme d'une disquette. L'utilisateur pourra, contre un supplément, avoir la disquette du mois, qui aura des programmes de démonstration, des programmes didactiques, des programmes de jeu aussi, et qui lui permettront de mieux développer l'utilité présente et future de son ordinateur et de se former lui-même à ces nouvelles technologies. Combien pensez-vous être dans les mois qui viennent? Quand nous avons créé le club, je me disais, si nous sommes 2000 membres fin 84, ça sera bien, on aura quelque chose de solide. Alors, 29 jours après la création du club, nous étions 1575, et dimanche, nous serons plus de 2000. Winston jeta un regard circulaire dans la petite chambre râpée qui était au-dessus du magasin de M. Carrington. Le grand lit près de la fenêtre était fait avec des couvertures déchirées et un traversin découvert. La pendule ancienne, au cadran de 12 heures, faisait entendre son tic-tac sur la cheminée. Dans un coin sur la table pliante, le presse-papier de verre qu'il avait acheté lors de sa dernière visite luisait faiblement dans la demi-obscurité. Sur la galerie de la cheminée, il y avait un fourneau à pétrole en étain martelé, une casserole et 2 tasses fournies par M. Carrington. Winston alluma le brûleur et mit à bouillir de l'eau et quelques tablettes de saccharine. Les aiguilles de la pendule indiquaient 7:20. Il était réellement 19h20. Elle devait arriver à 19h30.
folie. Folie, lui répétait son cœur. Folie consciente, gratuite, qui mènerait au désastre. De tous les crimes que pouvait commettre un membre du parti, c'était celui-ci qui pouvait le moins se dissimuler. À la vérité, l'idée l'avait d'abord hanté sous forme d'une vision de presse-papier de verre, reflétée par la surface de la table. Ainsi qu'il l'avait prévu, M. Carrington n'avait fait aucune difficulté pour louer la chambre. Il était visiblement content de gagner quelques dollars. Il ne fut pas non plus choqué et ne se montra pas agressivement compréhensif quand il fut entendu que Winston désirait la chambre pour des rendez-vous d'amour. Au contraire, son regard se fit lointain, il parla de généralités, d'un air si délicat qu'il donnait l'impression d'être devenu en partie invisible. L'isolement, dit-il, avait son prix. Chacun désirait disposer d'un endroit où se trouver seul à l'occasion. Cet endroit trouvé, c'était la moindre des politesses que celui qui était au courant garda pour lui ce qu'il savait. Il ajouta même, avec presque l'air de s'effacer et de cesser d'exister, qu'il y avait 2 entrées à la maison, dont l'une par la cour de derrière qui donnait sur une allée. Quelqu'un chantait sous la fenêtre. Winston, protégé par le rideau de mousseline, regarda au dehors. Le soleil de juin était encore haut dans le ciel, et en bas, dans la cour baignée de soleil, une femme aux avant-bras d'un brun rouge, qui portait attaché à la taille un tablier en toile à sac, marchait en clopinant entre un baquet à laver et une corde à sécher. Monstrueuse et solide comme une colonne romane, elle épinglait sur la corde des carrés blancs, dans lesquels Winston reconnut des couches de bébé. Dès que sa bouche n'était pas obstruée par des épingles à linge, elle chantait d'une voix puissante de contralto. Ce n'était qu'un rêve sans espoir. Il passa comme un soir d'avril, un soir. Mais un regard, un mot, les rêves ont recommencé. Ils ont pris mon cœur, ils l'ont emporté. L'air avait couru dans Londres pendant les dernières semaines. C'était une de ces innombrables chansons toutes semblables que la sous-section du commissariat à la musique publiait pour les prolétaires. Les paroles de ces chansons étaient composées sans aucune intervention humaine, par un instrument appelé versificateur. Mais la femme chantait d'une voix si mélodieuse qu'elle transformait en un chant presque agréable la plus horrible stupidité. Winston pouvait entendre le chant de la femme, le claquement de ses chaussures sur les dalles, les cris des enfants dans la rue, et quelque part dans le lointain, le grondement sourd du trafic de la cité. La chambre paraissait cependant curieusement silencieuse, grâce à l'absence de télécran. Folie, 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 pensa-t-il encore. Il était inconcevable qu'ils puissent fréquenter cet endroit plus de quelques semaines sans être pris. Mais la tentation d'avoir un coin secret qui fût vraiment à eux, qui fût dans une maison accessible sous la main, avait été trop forte pour tous deux. Après leur visite au beffroi, il leur avait été impossible pendant quelque temps d'organiser des rencontres. En prévision de la semaine de la haine, les heures de travail avaient été rigoureusement augmentées. Elles n'auraient lieu que dans plus d'1 mois, mais les préparatifs grandioses et compliqués qu'elle exigeait entraînaient pour tout le monde un surcroît de travail. Finalement, ils s'arrangèrent tous deux pour avoir le même jour un après-midi de liberté. Journaux antérieurs. 1983. À présent, voici Télémicro avec Georges Leclerc et de drôles de machines qui causent. Eh oui, elle ne boit pas, elle ne fume pas, mais ma machine, elle cause. Vous allez voir comment. Regardez sur cet écran, ici, je vais vous écrire, bien sûr, télé, micro, sans faute d'orthographe. Maintenant, je prends ce petit appareil, il y a un haut-parleur ici, je vais le mettre pas très loin du micro, écoutez. Télémicro. Ça vaut pas un micro-sillon, mais ça cause et ça dit exactement ce que je viens d'écrire ici. Je vais passer ici à une deuxième machine qui est à côté. Voilà un micro-ordinateur dont j'ai ouvert le ventre.
À l'intérieur du micro-ordinateur, vous avez des petites cartes électroniques, ça s'appelle des cartes, dont une ici est reliée à un fil à ce haut-parleur. Alors c'est ça que je vais faire parler maintenant. Je vais le faire parler très précisément avec une démonstration de programme. C'est un programme qui s'appelle le logo. Regardez, il y a un petit triangle. Bonjour. Le petit triangle que tu vois au centre de l'écran est la tortue. Elle regarde vers le haut de l'écran. Si tu lui donnes des ordres pour la déplacer, tu pourras lui faire tracer de jolis dessins. Voilà. Vous avez compris la première application. Quand vous voulez enseigner la micro-informatique à des enfants qui ne savent pas lire, vous ne donnez pas des manuels. Appuie sur la touche A. Welcome to the game of sound. Press enter to open a new sample. Click here to start game. One player. Start game. Interaction mode. Martial danse un peu chinois, la chaleur dans le mouvement d'épaule. Nous avons invité le chanteur Alain Bachung, plus connu pour un certain nombre de titres que pour sa participation à des manifestations, pas de politique partisane, mais de politique générale. Vous allez participer vendredi à un gala avec d'autres artistes contre la torture au Zénith pour Amnesty International. Vous avez regardé avec nous ce journal depuis son début. Est-ce que vous vous sentez concerné par tous ces problèmes, comme ceux de Manille, par exemple? Il est évident, il est plus facile pour un Français d'être sympathisant pour ce mouvement. C'est plus difficile au Chili ou en URSS, donc il faut profiter de cette liberté pour faire connaître ce mouvement et faire reculer les limites de tout ce qui concerne la torture, la censure ou les emprisonnements pour des raisons d'opinion. Donc il n'est pas trop tard pour le faire et on le fait donc le vendredi 18 avec plein d'autres camarades. Je peux vous en citer quelques-uns peut-être. Pourquoi pas, allez-y. Alors il y a Jane Birkin qui va arriver, qui va chanter pour la première fois sur scène, Pierre Desproges. Habla comme un hiéroglyphe, un cas de l'opéra. J'ai développé l'idée qu'on pouvait rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Voilà, je m'en tiens là. Mais je crois qu'on peut rire. C'est vrai qu'on n'est pas forcé d'avoir vraiment envie de se marrer quand on a Hitler à côté de soi. Je veux dire, on peut, mais on peut rire d'Hitler, en revanche. C'est ça que je veux dire. Et je crois qu'on peut, non seulement on peut rire de tout, mais on doit rire de tout. Et que le rire, c'est une espèce de palliatif aux angoisses existentielles. Enfin, je parle un peu sérieusement, mais je veux dire que, bon, par exemple, moi, j'ai eu un courrier de gens qui m'ont reproché d'avoir ricané à propos du cancer, et j'en ai même ricané très durement, c'est vrai. Bon, mais ce qu'ils savent pas, c'est que j'ai quelqu'un dans ma famille que j'aime énormément, qui est mort d'un cancer il y a 6 mois, et c'est depuis que j'ai pris le cancer pour cible. C'est une sorte de remède. Oui, c'est le principe de tout. Oui, c'est ça. C'est le principe de tout ce qu'on appelle, à mon avis, pléonasmiquement l'humour noir. L'humour noir, c'est commencer par rire de soi, de ses misères à soi, et des choses dont on a peur. La guerre atomique, le cancer, c'est des choses dont il faut rire. C'est la mort qui t'a assassiné, Martia. C'est la mort qui t'a consumé, Martia. C'est le cancer que tu as pris sous ton bras. Maintenant. Est-ce que parmi vos amis, ceux qui chantent de la jeune génération comme vous, on se sent concerné par le statut de l'artiste dans la cité? Est-ce que l'on se dit, comme certains chanteurs qui vous ont précédé, moi je fais la chanson, je fais pas de politique? Ou est-ce qu'on a une autre manière d'aborder les choses aujourd'hui? On se dit, je suis artiste, mais je suis aussi citoyen. Ça se passe d'une manière plus épidermique, peut-être. Il y a eu le mouvement punk, par exemple, qui a été très important, qui ne voulait rien expliquer, en fait, mais qui voulait simplement faire exploser des choses plus ou moins traditionnelles. Et c'est comme un bouton qui pousse sur la figure, hein, c'est exactement ça. Le petit détail, enfin, même si la contribution est très faible, il faut penser que c'est utile. C'est votre part d'utopie et de militantisme, d'une certaine manière. Mais j'ai eu la preuve que l'utopie pouvait apporter quelque chose, donc je suis utopiste, bien sûr. Maintenant, tu
vient de mourir gelé. Il fait froid et nous avons chaud. Mais pendant ce temps, toutes les nuits, il y a des hommes et des femmes, des petits-enfants, qui en plein Paris sont étendus dans la neige sur le trottoir. Pour les chiens qui crèvent dehors, il y a une fourrière. Est-ce que pour nos frères et nos sœurs, il n'y aura rien? Les asiles sont pleins, nous a-t-on dit. Un brave homme d'agent à qui on disait: mais vous ne pouvez pas les conduire quelque part, nous répondait: s'ils ne sont pas morts, nous n'avons pas de consigne. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Non, je pèse mes mots, je trouve qu'il y a une obscénité à montrer sa charité à tous les passants comme on montre son cul. Je veux dire qu'on peut très bien faire le bien autour de soi. Moi, je me mets pas en avant du tout dans ce domaine, justement, parce que je suis contre, mais j'aime mes pauvres et je les montre pas à tous les passants. J'ai vu cette émission sur des restaurants du cœur où il y avait un producteur de disques qui a ramassé des maquettes, pas à lui d'ailleurs, et qui les a bidouillées, triturées, et qui a mis des applaudissements bidons pour faire un disque. Et puis qui a profité de cette émission sur les affamés pour vendre son disque. Parce que je ne sais pas si c'est humainement très joli. Nous sommes gays avec la misère. Moi, je suis prêt à donner sur mes impôts ce qu'on voudra pour que les gens ne crèvent pas de faim. Oui, mais là, je pense que tout le monde criera à l'atteinte aux libertés. Si on n'atteignait pas aux libertés, on n'aurait pas d'autoroute, on n'aurait pas de machine à vapeur, on n'aurait même pas de bombe atomique, ça va vraiment dans la merde. Ouais. S'il n'y a pas d'impôts. Surtout en ce qui concerne l'autoroute. Mais oui, mais c'est bien de donner à bouffer à des gens. Encore, ce serait mieux de leur apprendre. Il y a un proverbe chinois, tu sais, qui dit qu'il vaut mieux apprendre à pêcher aux gens que de leur donner des poissons. Et ça relève encore de l'État. Ouais, mais c'est long. C'est long. Mais là, je ne veux pas vous dire que je suis vraiment contre les restaurants du cœur. Mais j'avais une idée, l'autre jour, c'était d'aller, pendant le week-end avec des copains, cambrioler les restaurants du cœur pour me faire une réserve de poids. Mais là, je ne le ferai pas, ce serait de mauvais goût. S'ils étaient morts, on appellerait la morgue. Mais pour les vivants, il n'y a pas de place. Quand un comique se moque de quelque chose, en général, ça lui fait de la publicité à la chose. Il y a des hommes brisés et il y a un seul moyen de les refaire hommes, c'est qu'ils deviennent sauveurs des autres. Pris individuellement, ils ne le pourraient pas. Pris ensemble, ils se découvrent d'un coup de force et ils savent qu'ils peuvent apporter leur bienfaiteur. On ne fabrique pas les événements, on les défait pas non plus. On s'en moque, on en parle. Effectivement, des fois, notre popularité est plus importante que celle d'hommes politiques. Il y a des hommes politiques qui font moins dans les pourcentages que de gens gratuits que nous, on a de gens payants. Alors évidemment, ça les choque. Cet homme qui a le courage de vendre son âme par amour a le pouvoir de changer le monde. The game of sound. Game over. Ready to new game of sound. Covid. 1984. Appendice. Les principes du novlangue. Les mots novlangue étaient divisés en 3 classes distinctes. Plus, on disait en novlangue double pensée. Double plus. La vie de tous les jours. Appendice. Mis à part la précision du sens, l'euphonie en novlangue dominait toute autre considération. Les règles de grammaire lui étaient toujours sacrifiées quand c'était nécessaire. Et c'était à juste titre, puisque ce que l'on voulait obtenir, surtout pour des fins politiques, c'étaient des mots abrégés et courts, d'un sens précis, qui pouvaient être rapidement prononcés et éveillaient le minimum d'écho dans l'esprit de celui qui parlait. Les mots du vocabulaire B gagnaient même en force, du fait qu'ils étaient presque tous semblables. Presque invariablement, ces mots, bien-pensant, minipax, proléalim, crime-sexe, joie-camp, anxos, ventre-sang, pensée-pol,
étaient des mots de 2 ou 3 syllabes, dont l'accentuation était également répartie de la première à la dernière syllabe. Leur emploi entraînait une élocution volubile à la fois martelée et monotone. Et c'était exactement à quoi l'on visait. Le but était de rendre l'élocution autant que possible indépendante de la conscience, spécialement l'élocution traitant de sujets qui ne seraient pas idéologiquement neutres. Avez-vous vu la 10e édition du dictionnaire de Novlangue? Le plus gros problème, calquer la langue au rythme du progrès scientifique. Le dictionnaire Smith, quelle belle chose que la destruction des mots. Le dictionnaire. Des mots. Féminicide. Meurtre d'une ou plusieurs femmes ou filles en raison de leur condition féminine. C'est la définition du mot féminicide dans le Petit Robert, premier dictionnaire à avoir fait entrer ce mot dans ses colonnes en 2015. Le Larousse l'a imité cette année. C'est un mot évidemment de la langue des militants, des associations féministes. Il fait partie du combat. Il est donc comme une arme, si vous voulez. Et il est performatif, c'est-à-dire qu'il doit créer du réel. Dans les causes homosexuelles des années 70, remplacer le mot homosexuel par le mot gay a été très important pour faire changer le regard sur la communauté. Le dictionnaire. Des mots. En l'an 1984, le novlangue n'était pas la seule langue en usage. On comptait que le novlangue aurait finalement supplanté l'ancilangue, nous dirions la langue ordinaire, vers l'année 2020. Les actualités. Impact du langage sexiste au... Depuis des années, nous devons donc... Les actualités, magnifique. Nous sommes le 7 mai. Notre méthode, vous la connaissez également. J'ai demandé à M. Jean Castex d'élaborer une stratégie très concrète en associant tous les acteurs, les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, les scientifiques. Il y a aujourd'hui une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en mesure de valider le déconfinement sur l'ensemble du territoire métropolitain. La moins bonne nouvelle, c'est que certains départements ont des résultats moins bons qu'espérés. La carte de France, que va vous présenter le ministre de la Santé dans quelques instants, est très claire. Le pays est divisé en deux. Veuillez entrer le numéro de la conférence suivi du dièse. Vous êtes actuellement le seul participant dans cette conférence. Si vous présentez des symptômes au Covid-19, de la toux, une gêne respiratoire, la perte du goût parfois ou encore de l'odorat, il faut agir. N'attendez pas. Si vous avez des difficultés pour respirer, si vous avez des difficultés pour vous alimenter, pour vous déplacer chez vous, n'attendez pas, appelez votre médecin et si nécessaire, bien sûr, contactez le 15. Est-ce que tu travailles ? Oui, à l'intérieur, dans ma chambre. Je travaille pour une boîte en fait qui fournit les pharmaciens sur tout type de produits, c'est pas du médicament, du mobilier, genre de choses. 100 millions de masques distribués sur la semaine du 11 à destination des soignants, des personnes malades et fragiles. On bosse beaucoup plus. Là, depuis un mois, j'ai vite fait le calcul. On est à peu près au double de ce qu'on fait d'habitude, en termes de charge de travail, de volume de boulot. Donc voilà. Lundi 11 mai, donc, ce seront d'abord tous les professeurs des écoles qui rentreront. Et après, c'est vrai que la charge du travail actuellement pèse beaucoup. Moi, je vois au bout d'un mois, je suis beaucoup plus fatigué. Il y a aussi le fait qu'il y ait quelques tensions avec un responsable. Donc ouais, c'est vrai que je préférerais quand même, si j'avais le choix, ne pas travailler. Et puis en troisième lieu, ce sont aussi tout simplement les enfants identifiés comme décrocheurs ou en voie de décrochage. Nous les estimons à environ 4% aujourd'hui. Et il y a tout un travail qui va être fait pour les ramener vers l'école. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame la ministre en charge des transitions.
Je pense que c'est un espoir un peu vain, dans le sens où, comme d'habitude, on n'a pas les mêmes préoccupations du point de vue du patron que du point de vue du salarié. Donc là, en un mois, on a fait l'équivalent d'un peu plus de 6 mois de chiffre d'affaires. Si je me souviens bien, on doit être à peu près à 1 million. Afin d'assurer la meilleure protection possible des usagers, l'objectif est que la fréquentation, qui est aujourd'hui de 6%, reste limitée à 15%. Pour limiter cette fréquentation et donc la demande, le télétravail, pour tous ceux qui le peuvent, restera la règle. Il est demandé aux employeurs d'étaler les horaires d'arrivée et de départ des salariés pour limiter l'affluence aux heures de pointe. Ce dispositif de chômage partiel qui a été officialisé par le gouvernement, dont ma boîte a profité. Donc ils ont fait une demande avant même, je crois que c'était 2-3 jours avant le début du confinement, pour une mise au chômage partiel, pensant qu'effectivement l'activité allait ralentir. Donc cette demande a été acceptée, ce qui fait que sur la paye du mois de mars, je me suis retrouvé au final officiellement en chômage partiel sur les 15 derniers jours de mars, alors que sur cette période... Les déplacements interrégionaux continueront pour leur part d'être très fortement limités pendant cette première période de déconfinement. Taureau, tu vas plonger dans les archives de ta vie, fouiller dans tes boîtes à chaussures, tes tiroirs, profite et range précieusement tes trésors oubliés. Pour favoriser l'application des gestes barrières dans les transports et la protection de tous, le port d'un masque grand public sera obligatoire pour les usagers de 11 ans et plus et les personnels. Gémeaux. Tu essaieras d'ambiancer tout ton quartier en mettant la musique à fond depuis ton balcon, ta fenêtre ou ton jardin, avec des valeurs sûres, des tubes incontournables. Cependant, une chose reste sûre, le virus ne se déplace pas tout seul. Et nous devons donc continuer à lutter au maximum contre la circulation du virus. Cancer. Attention, quelqu'un de mal intentionné risque de se faire passer pour toi. Il fera des trucs horribles, comme de ne pas laisser 1 mètre de distance entre lui et les autres. Pourront rouvrir les lieux culturels de proximité, bibliothèques, médiathèques, musées, dont la fréquentation n'entraîne pas de mouvements importants de population. Lion. Tu trépignes de plaisir quand tu imagines l'annulation de la fête de la musique cette année. Tu détestes les musiciens depuis qu'un guitariste t'a brisé le cœur en 2012, après que tu aies supporté sa sérénade des mois durant. D'ici le mois de septembre, aucun événement regroupant plus de 5000 participants ne pourra être organisé. En tout cas, les artistes rendent notre temps de confinement poétique, constructif et maintiennent leur façon réflexive de voir le monde et de décaler le monde. Mais l'économie française doit redémarrer. Par conséquent, le 11 mai, tous les commerces fermés depuis le 15 mars rouvriront, à l'exception des lieux de convivialité comme les cafés, les bars, restaurants, ou comme le Premier ministre l'a indiqué, nous fixerons la date de réouverture à la fin du mois de mai. La dernière intervention pour présenter ce plan de déconfinement. La santé des salariés n'a jamais été et ne sera jamais une variable d'ajustement. Alors, Jean Jaurès, je crois, est un de ceux qui a le plus clairement mis l'accent, le doigt sur les contradictions de la démocratie à ce moment-là. Par exemple, dans un article dans la Dépêche, il parlait de « sans l'égalité sociale, la liberté politique est la plus cruelle des ironies ». Nouvelle phase. Elle demandera de la part de chacun des Françaises et des Français de la discipline et de la responsabilité. Le 11 mai, bien entendu, mais aussi le 12, le 13, et tous les jours suivants, c'est dans la durée que nous réussirons à maîtriser la circulation du virus et l'épidémie. Coupé. C'était Covid 1984. Mutabilité du passé. Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. J'ai eu un rêve que les médias, ça parlerait un petit peu des gens. Covid 1984. On sait tout de vous. Big Data is watching nous. Prochain épisode du feuilleton. Nous y reviendrons la prochaine fois. Covid 1984, réalisé par le ministère de l'amour.
tard, frère. Since 1984.